tous, merci à vous de nous rejoindre pour un nouveau journal du sport sur i24 News avec les meilleurs reportages concoctés par la rédaction des sports. Alors je compte sur vous, surtout, ne changez pas de chaîne. La NBA prend ses quartiers à New York ce week-end entre Madison Square Garden et le Barclays Center. Les meilleurs joueurs de la saison se retrouvent pour les All-Stars, une tradition aux États-Unis. Les meilleurs joueurs du monde sont réunis pour nous en mettre plein la vue. Des rencontres de légendes, des concours d'adresse et de puissance. Mathieu Topman nous en dit plus. C'est ce week-end, la 64e édition des NBA All-Stars a lieu à New York et sera accueillie par les deux équipes de la Big Apple, les Knicks et les Brooklyn Nets. Comme à leur habitude, les plus grandes stars du ballon orange seront au rendez-vous. LeBron James, Carmelo Anthony, Kyrie Irving. L'équipe de l'Ouest n'est pas en reste. Le très talentueux Stephen Curry, Chris Paul ou bien encore le Frenchie Tony Parker. Une rencontre entre les équipes Est et Ouest qui ne sert que d'apéritif avant le concours de lancer à 3 points, le Celebrity All-Star Game qui regroupe d'anciennes stars et surtout le concours de dunk. Les fans attendent ça avec impatience, que ce soit à New York ou devant leur télévision. C'est un véritable show à l'américaine qui se prépare. Pour certains joueurs, les All-Stars, c'est presque une deuxième maison. Tim Duncan y participe cette année pour la 15e fois de sa carrière. Il rejoint les légendes Shaquille O'Neal et Kevin Garnett. Seul Karim Abdul-Jabbar avec 19 sélections et Kobe Bryant avec 17 surpassent le trio. Et justement, Kobe Bryant ne fera pas partie de la fête, tout comme Blake Griffin. Le Black Mamba a été opéré d'une blessure à l'épaule et sera absent jusqu'à la fin de la saison. Griffin, de son côté, est blessé au coude droit et doit se reposer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, les petits jeunes poussent. C'est le cas de Damian Lillard de Portland qui rejoint l'équipe de la Conférence Ouest. C'est la deuxième apparition de Lillard au All-Star, lui qui est l'un des piliers des Trail Blazers cette année. Alors que les playoffs se profilent à l'horizon et que les équipes sont sous pression pour se qualifier, le monde de la NBA s'offre un week-end de détente et de bonne humeur pour montrer tout l'étendue de son talent. Allez, c'est promis, il y aura des dunks, des stars et beaucoup de fun. Et je vous propose de nous intéresser à des sportifs dont on parle peu, les sumo. Nous allons faire la connaissance de Sayaka Matsuo. Elle a 19 ans, pèse 60 kg. Cette jeune japonaise n'a pas froid aux yeux car elle affronte un sumotori pesant presque 2,5 fois son poids. Comme quoi, dans ce sport, les femmes montent en puissance. Au pays du soleil levant, les sumo, traditionnellement, vous le savez, sont des hommes. Tout change et dans tous les domaines d'ailleurs. Regardez. 60 kg contre 160. Sayaka Matsuo fait partie d'une poignée de femmes pratiquant le sumo au Japon. Elle-même fille de lutteurs sumo professionnels, la pression familiale l'a conduite à commencer ce sport à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, c'est sa passion. Le plus dur, c'est la collision initiale. Ça fait mal et c'est facile de se blesser. Mais si on ne pratique pas, on ne peut pas devenir fort. C'est l'exercice pour lequel je me donne le plus de mal. Le sumo possède une histoire de plus de 2000 ans, liée à la religion Shinto. La tradition interdit aux femmes de fouler la terre sacrée de la reine du Kokugikan, où ont lieu les compétitions officielles. Mais depuis 1997, des compétitions amateurs internationales leur sont ouvertes. Sans toucher au sumo traditionnel, la fédération aimerait ériger la ligue amateur au rang de discipline olympique, avec catégorie de poids et matchs pour les deux sexes. Mais peu de chances que ça soit pour Tokyo 2020. Quand on pense au sumo, l'image dominante est celle d'un sport réservé à des hommes obèses. Il faut changer ça et montrer au monde que les femmes, elles aussi, peuvent pratiquer et apprécier ce sport. Alors, nous aurons plus de participantes. Anna Fujita n'a commencé le sumo qu'il y a 2 ans, mais le pratique sans relâche, en prenant soin de ne pas grossir pour rester dans la catégorie des moins de 65 kilos. Son rêve, combattre un jour dans l'arène du Kokugikan. Mais plus que de gagner une médaille, sa motivation est de faire évoluer les mœurs dans son pays. Mon principal défi, c'était de venir pratiquer le sumo avec un groupe d'hommes et de m'y intégrer. Effacer les différences entre hommes et femmes reste difficile, mais c'est la seule chose à faire. Il faut changer les mentalités au Japon.
ce combat-là est loin d'être gagné. Dans les écoles primaires, plus de jeunes filles s'initient au sumo qu'avant, mais selon la fédération, seule une écolière pour environ 300 garçons participe aux compétitions de juniors. Ils ont 30 ans, ils sont mariés et pratiquent le même métier, avocat, mais c'est un couple pas comme les autres. Au-delà du même job, ces deux-là partagent la même passion. Les courses d'endurance par temps glacial. Stéphanie et Jérémia Jiquel ont traversé l'Antarctique, une aventure incroyable que nous raconte Michael Friedman. C'est le plus beau voyage de leur vie. Une expédition de 2000 km en 73 jours sous des températures de moins 50 degrés. Un couple de Français, Stéphanie et Jérémia Jiquel, ont entrepris la plus longue traversée en ski de l'Antarctique. Une aventure sportive et philanthrope, puisqu'ils ont également récolté 8 000 € pour l'association des Petits Princes. Une organisation qui a pour but de faire se réaliser des rêves d'enfants et d'adolescents atteints de maladies graves. Si l'expédition est un défi physique hors du commun, c'est aussi l'occasion pour le couple de partager. On n'a jamais recherché l'isolement, on a été confronté au silence infini, aux espaces infinis. Alors c'est magique, c'est magnifique, on a des paysages qui sont immenses, mais on ne recherchait pas cet isolement, on avait vraiment cette volonté de partager cette aventure, de rendre un peu plus accessible ce continent qui est tellement inaccessible. Et pour Stéphanie, il est aussi important de faire découvrir le continent le plus inconnu de la planète. Elle-même est surprise par la beauté des paysages. En Antarctique, j'ai pris conscience de l'immensité de notre Terre, à tel point que même j'avais l'impression de ne plus être sur Terre, à vrai dire, parfois. Parce que c'est immense et qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit. Le vent ne fait pas de bruit. Malgré les vues époustouflantes, la traversée est un véritable challenge. Une tente cassée, les dommages du froid sur le corps et même un virus. Les deux aventuriers ont dû repousser leurs limites. C'était assez dur en début d'expédition. Je me demandais si j'arriverais à faire le nombre de kilomètres nécessaires par jour pour pouvoir boucler la traversée dans les délais. Donc c'était surtout ça mon doute, c'était le nombre de kilomètres par jour. Et puis au bout d'une semaine, ça allait mieux et ensuite on n'a plus aucun doute. Jusqu'à la fin, même lorsque l'on a eu des difficultés, lorsque l'on a cru avoir des gélures, lorsqu'on a eu notre toile de tente déchirée. Jérémia et Stéphanie Jiquel ont accompli un exploit extraordinaire, un voyage unique, une aventure inimaginable, mais surtout une épopée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le football britannique règne sur l'Europe. Ses droits TV atteignent des montants records. Pour 3 ans, près de 7 milliards d'euros sont encaissés. 70% rentrent dans la poche des clubs. Une croissance exponentielle qui relègue les autres championnats loin derrière, en particulier la Ligue 1 française et la Bundesliga allemande. Les clubs anglais n'ont pas fini de rayonner à l'étranger grâce à des retransmissions qui traversent allègrement les frontières de l'Europe. Une aubaine non seulement au point de vue financier, mais aussi en matière de notoriété. Regardez le reportage de Lise Barenbaum. Jackpot pour les clubs de football anglais. La Première Ligue assoit son statut de championnat le plus cher du monde. Ses droits TV ont été achetés près de 7 milliards d'euros pour une durée de 3 ans, soit 14 millions d'euros par match. Pour les 3 prochaines saisons, après des ventes transparentes et surveillées, la valeur des droits télévisuels sera de 5 milliards 600 millions de livres sterling. L'opérateur historique Sky et l'ambitieux BT se partageront le championnat. beIN Sport et Discovery n'ont pas réussi à s'immiscer dans la course. À partir de mai 2017, le dernier de la Première Ligue touchera 136 millions d'euros de droits TV. Le champion obtiendra quant à lui 210 millions d'euros. Après une première explosion de 77% il y a 3 ans, les droits grimpent encore de 70% aujourd'hui. Bien qu'il reste encore une marge de négociation, je pense que les prix seront payés. Au final, ces matchs ne sont pas seulement consommés par les Anglais ou même les Européens. C'est un vrai produit mondialisé avec des scores d'audience très hauts en Asie également. Les autres ligues européennes sont à la traîne. La Première Ligue représente 3 fois le montant des droits de la Ligue 1 française, qui culmine à presque 750 millions d'euros, quasiment au même niveau que la Liga espagnole. La Bundesliga est loin derrière, avec 675 millions d'euros.
Seule la Serie A italienne se rapproche du Royaume-Uni avec 960 millions d'euros de droits TV. Nos clubs doivent rivaliser avec des équipes comme le Real Madrid ou Barcelone. Je n'ai pas besoin de citer les chiffres. Vous le savez vous-même, les revenus télé de chacune de ces équipes dépassent largement les nôtres. Par conséquent, nos meilleurs clubs vont se rapprocher des meilleurs d'Europe. Au niveau des clubs, ce sont les 2 premiers espagnols qui arrivent en tête devant plusieurs écuries anglaises comme Liverpool, Chelsea ou Manchester City, tandis que le PSG n'arrive qu'en 30e position. Il rapporte presque 2 fois moins que Cardiff, dernier du championnat anglais. La domination du football anglais n'est pas prête de s'estomper. Ils sont nombreux à quitter les terrains pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Des sportifs, souvent des footballeurs en perdition, qui préfèrent arrêter une carrière pleine de promesses. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le destin d'un de ces footballeurs. C'est un ancien gardien de but syrien. Il a basculé dans la politique lors de la rébellion syrienne. Sa radicalisation l'a conduit à devenir une figure reconnue de Daesh. Regardez. À 19 ans, Abdelbassé Sarout était un simple gardien de but syrien promis à une belle carrière sportive. Sa renommée fait de lui une icône de la révolution syrienne quand il décide de rejoindre les rangs du front anti-Bachar al-Assad en mars 2011. À coups de chant, le jeune leader entraîne les manifestants pacifistes d'Homs tous les vendredis. En 2013, son combat prend un tour plus radical. L'armée syrienne libre s'oppose alors à l'État islamique en Syrie. Si on voulait un État islamique, ce serait un État islamique d'ici, en Syrie, fondé par les Syriens. Nous sommes contre le fait d'apporter ici l'État islamique en Syrie et en Irak pour devenir un État où les militants peuvent se comporter à leur guise. Sarout rejoint l'organisation terroriste et quitte les rebelles syriens. La ville de Homs est alors sur le point de rendre les armes. Au nom des habitants de Homs, nous demandons aux membres de la coalition nationale syrienne, à l'état-major de l'armée syrienne libre, aux pays membres du Conseil de coopération du Golfe de fournir aux combattants sur le front de Homs et dans toute la Syrie des armes sophistiquées pour repousser l'agression du régime d'Assad. En mai 2014, l'ex-sportif est anéanti par l'accord passé entre les 2000 rebelles syriens assiégés à Homs et les troupes du régime en place. Il rejoint Al-Qaïda, puis passe à l'État islamique, une organisation dont les méfaits dépassent les frontières de la Syrie aujourd'hui. Daesh, comme il est communément appelé dans le monde arabe, n'est pas simplement un problème syrien, ce n'est pas un problème irakien. Daesh est un problème mondial et il demande une réponse coordonnée, globale et durable. Une radicalisation qui fait de lui un véritable chef de guerre. Plusieurs fois blessé, lance-roquettes à la main, il annonce sur les réseaux sociaux qu'il veut mourir en martyr. Des propos en accord avec les principes de l'État islamique. En quelques années, on est passé d'une start-up du terrorisme qui contrôlait peut-être une petite région de Mossoul avec quelques milliers de soldats à une organisation qui aujourd'hui contrôle un territoire grand comme la moitié de la France, avec un revenu qui se chiffre en centaines de millions de dollars et avec une armée de 40 000 hommes, une véritable armée privée qui est capable de mener une guerre contre d'autres armées. Sur la page Facebook de Sarout, des images d'enfants et de civils morts pullulent. Celui qui était promis à la gloire sportive ambitionne désormais l'auréole djihadiste. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Alors, vous avez réalisé ce reportage. Malheureusement, Abdelbassé Sarout n'est pas le premier footballeur à rejoindre la voie du djihad. Et oui, malheureusement, on connaît aussi le cas de Nidal Selmi, ex-footballeur de l'Étoile sportive du Sahel, qui a été tué le 16 octobre dernier en combattant aux côtés de l'État islamique. Alors, il a été adopté par des extrémistes religieux en Tunisie, puis il a été expédié dans un camp djihadiste en Syrie. C'est son frère qui est très pratiquant qui l'aurait poussé vers cette radicalisation. En février 2014, il disparaît et puis il refait surface sur sa page Facebook avec une connotation clairement djihadiste. Il apparaît barbu, en tenue de combat, avec une kalachnikov. Il appelle ses amis à rejoindre le camp des djihadistes pour combattre les, je cite, mécréants. Et donc malheureusement, il est mort au combat et c'est son frère qui a appris la terrible nouvelle à sa famille. Le frère, lui, continue à combattre aux côtés de Daesh en Syrie.
Encore plus surprenant, 5 apprentis footballeurs portugais ont rejoint Daesh cette année. Oui, alors ce sont 5 footballeurs qui viennent du Portugal qui ont rejoint d'abord Londres. De là, ils auraient quitté le Royaume-Uni pour rejoindre l'organisation terroriste. Ils se sont convertis à l'islam au Portugal. Et parmi ces 5 djihadistes, il y a Fabio Pocas qui a 22 ans. Il a joué dans le club junior du Sporting Lisbonne, par où sont passés Luis Figo et Cristiano Ronaldo. En Angleterre, il intègre un club amateur. Et puis là, comme Selmi, il disparaît avant de refaire surface en Syrie. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive à le suivre. Aujourd'hui, il se fait appeler Abdourahman Al-Andalous et il vit avec une adolescente néerlandaise qui, elle aussi, est convertie au djihad. En tous les cas, ça c'est des cas avérés, mais parfois il y a des rumeurs. Oui, c'est le cas pour Lassana Diarra, l'ex-international français qui est passé par Arsenal et le Real. On a dit qu'il se serait engagé en Syrie. Son avocat a démenti sur Twitter en avril dernier. Lui aussi, il a publié un tweet où on le voit dans un jet privé. Et en fait, cette rumeur, elle a été donnée par les djihadistes alors que c'était complètement faux. Merci beaucoup Lise Barenbaum. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil pour encore plus de sport.